Bienvenue sur La Voix du CDO, le podcast dédié à tous les leaders et dirigeants de la transformation digitale. PDG, DG, CDO, DSI, CMO, etc. Vous souhaitez comprendre, piloter et réussir votre transformation digitale. Ici, pas de théorie stérile. Nous donnons la parole à ceux qui façonnent le changement, explorant les stratégies, les technologies, les pratiques qui transforment les organisations. Nous parlons de l'IA, la blockchain, la cybersécurité, la data, les digital workplace, autant d'innovations au service du progrès, de l'accélération du business et de la satisfaction de vos clients. Succès ou échec, chaque expérience partagée est une leçon concrète pour vous aider à agir. Leader d'aujourd'hui et de demain, abonnez-vous et restez à l'avant-garde du changement. Voilà, bonjour à tous. Nous voici pour notre 17e épisode de La Voix du CDO. Merci à nos fidèles auditeurs d'être toujours présents. Merci Dawson de co-animer toujours cela avec nous. Merci Miguel. Un petit moment qu'on n'avait pas eu notre épisode, ça fait 2 mois pour des différentes raisons. Donc nous reprenons en ce mois de juillet, avec une actualité toujours dans le monde de l'intelligence artificielle qui est toujours aussi riche. Ça évolue à une vitesse absolument phénoménale, avec des évolutions tout le temps. Et nous avons justement aujourd'hui la chance d'avoir un invité, Gilles Katz, qui est Chief Data et AI Officer dans un groupe qui s'appelle le groupe Intelsia, et qui va nous en dire plus, bien entendu, et ça sera super intéressant de voir comment, dans ce groupe et puis dans ces expériences, bien entendu, passées diverses, ces sujets-là ont pu être traités, quels sont les bénéfices, bien entendu, pour les organisations, les façons de faire, les challenges rencontrés. L'objectif, c'est de partager un peu tous ces retours d'expérience pour que, bien entendu, nos auditeurs puissent en savoir plus et puis se projeter peut-être eux-mêmes, bien entendu, sur tous ces sujets qui sont brûlants pour tout le monde. Donc, bienvenue Gilles, et je te laisse te présenter et présenter ton parcours, et puis on enchaînera bien entendu derrière sur notre débat. Oui, bien sûr. Donc, merci beaucoup de m'avoir invité pour l'introduction. Merci Miguel et Dawson. Donc, moi, voilà, c'est Gilles. Je suis Chief Data and AI Officer de Intesia Group. Dans mon passé, c'est vrai que je suis Chief Data and AI qui est très axé AI, même si j'ai fait les deux aujourd'hui. C'est ça mon passé. J'ai fait ma thèse à Centrale Supélec en théorie de l'information. Un domaine très intéressant qu'on peut encore bien sûr discuter, qui est différent du machine learning et de l'IA, mais qui est très lié. Et donc, c'est pour ça que vers la fin de ma thèse, j'ai décidé de faire un tout petit pivot, pas grand, pour ne pas aller dans la direction un peu traditionnelle des arts, de théorie de l'information, qui est plutôt la télécommunication. Donc aujourd'hui, j'ai pas mal d'anciens collègues, toujours amis et anciens collègues de ma thèse qui sont chez Nokia, chez Huawei, Ericsson. Et j'ai décidé de ne pas faire ça et justement faire un petit pivot et aller vers le machine learning et l'IA. J'ai fait un rôle de data scientist dans une petite startup parisienne qui s'appelait Recast AI. Il y a certains peut-être qui connaissent, si ça vous fait, si ça rings a bell, comme on dit en anglais, c'est peut-être parce que c'était la première startup sortie de 42, de l'école 42, qui s'est fait racheter, qui a fait une site. Donc voilà, les gens qui sont un peu dans l'écosystème 42, ils connaissent assez souvent ce nom. Donc cette startup s'est fait racheter par SAP. C'est comme ça que je suis arrivé chez SAP. Je suis devenu le lead data scientist de l'équipe que nous sommes devenus là-bas, aussi avec des collègues des teams qui existaient déjà chez SAP. Donc, ça s'appelait à l'époque CAI, Conversational AI. Et j'ai travaillé avec l'équipe parisienne qui était sortie de la startup et aussi avec des équipes à Palo Alto, à Bangalore et à Waldorf, qui est le QG de SAP, sur des sujets, comme vous pouvez imaginer, de Conversational AI. Donc, tout ce qui est NLP, compréhension, génération. C'était pas encore les LLM, mais on faisait Non, c'était déjà juste des avant choses. ça. J'allais te poser la question à quelle époque c'était, justement. Oui, c'était donc Recast, j'ai rejoint en 2017 et on s'est fait racheter en 2018. Donc, et moi, j'ai resté chez SAP jusqu'à 2021. Donc, c'était avant les LLM, mais on a déjà vu, pendant mon temps chez SAP, on a déjà vu les Transformers.
donc Bien un peu sûr, la base des LLM. c'est ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a utilisé assez rapidement. C'est encore une fois, avant les LLM, on les a utilisés un peu différemment. On Ouais, peut en parler. C'était très intéressant. J'ai travaillé à l'époque, c'était une idée dans ma team, d'un data scientist brillant qui s'appelle Thomas Baucher, qui a utilisé les transformers de façon super intéressante. Voilà, donc moi j'ai resté pas mal de temps chez SAP, j'ai beaucoup appris et j'ai beaucoup aimé travailler dans ce contexte un peu international et très divers. ouais. Et après, j'ai eu quand même une opportunité de partir pour rejoindre une nouvelle aventure dans une startup qui est quand même un contexte que j'aime beaucoup. J'ai rejoint la startup de Dominique Leca qui s'appelait Beam App et dont la mission était de construire un nouveau type de navigateur web, donc de révolutionner le monde des navigateurs web. En fait, le constat que je trouve très smart était qu'aujourd'hui, plein de choses ont changé depuis quelques décennies, mais la façon dans laquelle on utilise l'Internet reste plus ou moins pareil qu'il y a 30 ans. On a cette fenêtre sur Internet qui est le navigateur et voilà. Et donc, c'était un constat très intéressant qui m'a beaucoup attiré. J'étais le Head of Machine Learning de cette startup et j'ai construit la team de machine learning. Et bien sûr, vous pouvez imaginer que le machine learning et l'IA étaient un composant clé pour cette vision de rendre le navigateur beaucoup plus intelligent et beaucoup plus coopératif pour les projets de l'utilisateur. D'accord. Et, et là, j'ai resté malheureusement pas très longtemps. C'était à cause de moi, la startup était très bien. Et j'ai eu la chance de travailler avec des gens super. Mais moi, j'ai commencé un peu à bouger parce que j'avais un projet en tête de faire un MBA et je savais qu'il faut que je le fasse rapidement parce que voilà, il y a quand même une certaine étape qui est correcte dans la carrière de le faire et pas trop tard. Et voilà, donc je suis parti, j'ai décidé de faire ça, je suis parti, j'ai fait le MBA chez C et c'était une expérience incroyable. J'ai beaucoup, beaucoup aimé, je pense que j'ai beaucoup grandi, j'ai beaucoup appris. Et puis j'ai pris ce rôle, je reviens aujourd'hui, j'ai pris ce rôle de Chief Data and AI Officer d'Intesia Group. Je travaille avec les entreprises différentes du groupe, les équipes data scientists, data engineers pour tous nos projets et dans la data et dans l'IA. D'accord. Et que fait Intelsia Group, et comment c'est structuré et justement comment l'IA est un facteur important dans le fonctionnement du groupe. Alors, Intesia Group, comme dans le nom, c'est un groupe, donc il y a plusieurs entreprises dedans qui font des choses un peu différentes. Il y a plusieurs axes, je dirais, d'activité. Principalement, l'axe principal de l'entreprise et aussi l'axe principal de mon activité et de la team data, c'est l'axe qui est autour des marchés publics et un peu marchés privés. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le domaine, en France, heureusement ou malheureusement, c'est un domaine assez cluttered. Donc, il y a quand même, ça peut être un peu compliqué pour les entreprises qui veulent se positionner et de faire des projets pour les différents donneurs d'ordre qui sont liés à l'État, si c'est l'État lui-même ou des mairies, des casernes des pompiers ou autre chose. En France, c'est relativement compliqué de s'insérer dans ce domaine, en partie à cause de la data qui n'est pas centralisée. Ça peut être très compliqué à trouver les projets qui pourraient m'intéresser. Donc déjà, juste l'exercice de ramasser la data de l'avoir dans un endroit centralisé, Déjà. ça a Ouais, déjà de la valeur. D'ailleurs, ouais, nous avons aussi une entreprise similaire en Espagne, et là-bas, justement, notre valeur est très différente et on donne de la valeur autrement, justement parce qu'en Espagne, de base, il y a une plateforme centralisée de l'État qui centralise tout. Chez nous, c'est pas du tout rare qu'une petite commune met son projet sur son site et c'est tout. Et donc, si ça vous intéresse, allez chercher dans les sites de 20 000 communes ou 30 pour trouver les projets qui vous intéressent. Donc, déjà, l'exercice de centralisation de la data est importante et donne de la valeur. Et après qu'on a toute la data, ce que vous pouvez imaginer, c'est une ou des plateformes de matching. Parce que, voilà, il y a des milliers, plus que 1000 projets, plus que 1000 appels d'offres qui sortent par jour en France, en moyenne, bien sûr. Et donc, trouver les projets qui m'intéresseraient en tant qu'entreprise, c'est pas du tout simple. Donc, voilà, l'exemple simple que je peux donner, qui tout le monde peut comprendre, bien sûr, c'est, voilà, si je suis une entreprise qui fait de toiture dans la région de Nantes, un projet de construire une autoroute vers Nice, ça m'intéresse pas. Bon, ça c'est simple. Après, il y a des différences beaucoup plus fines. Et donc, le plateforme de matching, il y a quand même des challenges
dans ce matching pour le faire de façon pertinente, où d'un côté, le client, il perd pas, il rate pas des projets qui l'intéresseraient, et de l'autre côté, on minimise le bruit qu'il pourrait avoir, parce que bien sûr, passer sur des milliers et des milliers de projets, c'est impossible. Donc ça, c'est un aspect très important de notre activité data IA. Et puis, tout ce que vous pouvez imaginer par rapport à l'aide, déjà à la décision et à l'action de nos clients. Donc, si déjà on fait notre travail avec la plateforme de matching et le client, il trouve le projet qui l'intéresse, maintenant, il peut se poser pas mal de questions par rapport à ce projet, comment se positionner, est-ce que ça vaut la peine, s'il doit faire un choix, par exemple, et j'ai plusieurs projets, j'ai une entreprise qui a 10 personnes, je ne pourrais pas les faire tous, est-ce qu'il y a un projet qui est plus intéressant qu'un autre? Il y a plein de détails qu'il faut considérer pour pouvoir faire cette décision. Et puis, dès qu'on a fait la décision, aussi aider nos clients à se positionner au mieux possible. Si c'est en extraction d'informations, donc on peut parler d'un projet RAG, par exemple, qui est très D'accord. poussé de côté, de projets de ce type. Et si c'est donc dans tout ce qui est la rédaction pardon, du positionnement, et nous avons une ambition, on ne fait pas tout, pas encore, et heureusement, parce que comme ça, on a encore du travail. Mais on a quand même une vision de pouvoir aider nos clients dans toutes les étapes du positionnement et du projet. D'accord. Ah, super passionnant. Super impressionnant. Après, moi, j'ai une question par rapport à ça. Souvent, ces plateformes de matching, par mon expérience, ont beaucoup de difficultés à trouver le modèle économique. C'est-à-dire, à partir du moment où on fait matcher la bonne réponse au bon marché et autres, comment la plateforme se rémunère sur le fonctionnement, puisqu'effectivement, il y a cette questionnement. Et entre la conversion et la transformation du business, est-ce que c'est un abonnement sur l'usage de cette IA, cette plateforme SaaS, ou est-ce que c'est un intéressement au résultat et à la transformation des marchés? Je ne sais pas si c'est des sujets que tu as été amené à aborder sur le modèle économique. Souvent, ces startups-là, lorsqu'on répond à un besoin, il y a encore cette question sous-jacente qui est du modèle. Comment on réussit à faire matcher l'offre, la proposition de valeur, avec un coût pour l'entreprise, avec tous ces sujets d'incertitude entre la conversion et la transformation de la réponse à l'appel d'offres. Est-ce que Gilles? Dawson est un peu coupé, mais c'est pas grave, j'ai compris la question. J'ai compris la question. Ouais, tu as absolument raison, Dawson. C'est vrai, le modèle économique est super intéressant. C'est vrai que peut-être des startups dans le domaine, ils ont plus de difficultés. Comme ils couvrent pas encore tout, c'est très difficile à convaincre leurs clients à payer un abonnement. Parce que voilà, je paye un abonnement et en retour, j'ai aucune garantie de complétitude, etc. Donc ça peut être compliqué pour les startups, et peut-être c'est pour ça qu'elles tournent vers plus de modèles de récompense à la réussite, etc. Chez nous, comme Intesa, c'est quand même une entreprise qui existe depuis pas mal de temps et qui couvre déjà, qui peut garantir une certaine couverture déjà. Nous, on est sur un modèle d'abonnement. Donc, nos clients, ils choisissent leur abonnement. Assez souvent, ils s'abonnent, par exemple, pour une ou plusieurs régions. Il y a quelques clients qui s'abonnent pour toute la France. Bien sûr, c'est les entreprises les plus grandes et qui couvrent toute la France, qui s'abonnent sur toute la France, donc elles peuvent payer par région. Mais du coup, pour nous, ça devient absolument impossible de faire un modèle par abonnement. Et c'est très bien parce que ça sépare en fait la réussite du client. Au final, nous, bien sûr, on ne peut pas garantir que le client soit sélectionné. On peut toujours aider, mais on ne peut pas garantir que le client soit sélectionné. Au final, bon, comme vous le savez, il y a plusieurs critères dans des appels d'offres, mais il y a le critère du prix qui est quand même Oui. centrale dans la plupart des cas ou dans tous les cas. Et ça, c'est par exemple, c'est un exemple pour quelque chose qui est contrôlé à 100% par client, par notre client. Et donc, on peut pas garantir la réussite et l'attribution du marché, mais on peut garantir une couverture et on peut garantir une aide et donc une réduction d'efforts et de temps pour arriver à se positionner. D'accord. Et ce sont justement les outils d'IA que vous avez mis en place qui permettent aux clients enfin, vous permettez aux clients de faciliter, d'accélérer sa réponse, enfin déjà son matching pour identifier les bonnes offres, et ensuite également sur l'accompagner sur éventuellement la réponse qu'il peut faire ou lui donner des éléments, parce que tu parlais même de RAG à un moment donné. Ouais. Comment ça se passe? Exactement. Donc, on a des outils, de différents outils IA qui servent à toutes les étapes que tu viens de mentionner. Donc, pour les étapes un peu plus avancées, après que j'ai choisi mon marché, ou au moins j'hésite, nous avons mis en place un RAG assez avancé.
c'est quelque chose, d'ailleurs, je ne sais pas si j'imagine que c'est des sujets qui vous intéressent pour le podcast, le choix entre utilisation des outils out of the box et développement à l'interne. Donc ça, c'est un qu'on a développé en interne, bien sûr sur la D'accord. base des choses, mais c'est pas qu'on a pris out of the box, c'est justement parce qu'on a, en, en cherchant des solutions, on a trouvé que dans ce cas-là, nous pouvons arriver à des avantages dans la performance en adaptant la solution à exactement ce que nous, on cherche. Moi, j'ai aucun a priori, donc on utilise aussi des solutions out of the box, mais quand nous, on arrive à faire le pas supplémentaire pour avoir des meilleures performances ou pour réduire les coûts, c'est quelque chose qu'on n'a pas honte de faire. Et l'Oracle, par exemple, on a développé un interne. Votre propre plateforme en interne. D'accord. Et c'est des plateformes qui sont développées à partir d'open source, faites du fine-tuning éventuellement par rapport à votre domaine ou c'est pas nécessaire? Oui. Si. Alors, spécifiquement pour le RAG, on n'a pas de fine-tuning dans le sens strict du terme. Vous savez, avec des LLM, Ouais. et ça devient une question philosophique, un peu philosophique. Et qu'est-ce qui est considéré comme fine-tuning ou pas? Même si avant c'était très clair ce que ça veut dire. Donc, dans le cas de RAG, le fine-tuning dans le sens strict, on ne fait pas. Mais on fait plein d'autres choses, surtout dans la sélection de quelles données on envoie par rapport à la question au RAG. Ça, c'est quelque chose, la connaissance métier, donc la connaissance algorithmique que nous avons dans la team data avec la connaissance métier que nous avons en général dans l'entreprise, pour faire la bonne sélection des données intéressantes par rapport à des questions, par rapport à des clients d'ailleurs, même avant de poser sa question. C'est quelque chose à laquelle aujourd'hui nous n'avons pas encore trouvé un remplacement. Donc, on a trouvé que si on fait ça à l'interne, on arrive à des performances beaucoup plus intéressantes. Donc ça, c'est la phase avant d'appeler le LLM, donc toute la phase de Ouais, recherche sémantique sur la base de données vectorielles, etc. Donc c'est là où vous avez vraiment approfondi complètement cette partie-là et traité en interne. Et ça vous a apporté une vraie valeur. exactement. D'accord. Exactement. Et ça représente quelle charge de travail, combien de personnes, quelle équipe pour mettre ça en place, parce que c'est super intéressant, justement, parce que comme tu dis, souvent, il y a le choix entre out of the box ou développer en Mm. interne, et c'est une vraie question cruciale pour beaucoup d'entreprises que d'aller dans un sens ou dans l'autre. Et avec les Oui, problèmes bien sûr. Donc, financiers qui vont avec, parce qu'il faut aussi le data center pour faire, enfin, ou les ressources, en tout cas informatiques, pour faire tourner les GPU de tête d'inférence, enfin, etc. absolument, absolument. Donc, oui, pour la charge de travail, c'est une question intéressante. Donc, toute la team data aujourd'hui, donc data scientist, data engineer, comporte plus ou moins une quinzaine de personnes. Nous avons aussi deux thésards, un CIFRE, qui travaillent sur des projets passionnants, mais un peu plus pour l'avenir. Et donc, sur cette équipe-là, nous avons sur le projet RAG, nous avons une personne en data scientist en full-time, et je dirais entre deux et trois équivalents full-time. Donc, d'autres qui euh, aident ou qui interagissent avec ça de façon un peu plus je dirais pas complète de leur temps, mais il y a une personne en full-time qui travaille sur RAG depuis un moment. Et c'est un projet, bien sûr, qui n'a pas, c'est un projet, nous on appelle ça un stream. C'est pas un projet qu'on commence et qu'on finit. On a ça aussi, Oui, qu'on commence et qu'on finit. on continue, C'est en une fait. amélioration en continu. Absolument. Et donc, on a toute une roadmap d'inclusion. D'ailleurs, pas seulement le texte, il y a pas mal de diagrammes dans les différents Oui. projets, etc. Autre chose dans la roadmap, je ne vais pas tout dire maintenant, mais ça, c'est un stream dans le sens où c'est un projet qui va continuer dans le futur je dirais au moins au moyen terme. D'accord. Et une fois que toute cette première phase de questionnement, de retrouver les bonnes réponses, etc., après, vous passez donc sur le côté LLM. Et là aussi, Oui. ça permet de traiter quel type de sujet, du coup, à leur ajouter. Alors là, on passe à l'LLM. Bien sûr qu'à l'utilisation du LLM, le choix de LLM spécifiquement, il y a aussi, comme tu as dit, absolument, des questions de coût. On peut toujours tout jeter sur le modèle le plus nouveau et shining, mais il y a des coûts à ça. Et aussi, on ne va pas s'amuser toutes les semaines qu'il y a un nouveau modèle qui sort de le tester. Juste ça, c'est une personne en full-time. Donc voilà, ça, on ne peut pas le permettre. Donc déjà, le choix de modèle, l'utilisation, donc si c'est un peu de prompt engineering qui est quand même un sujet important, si c'est un peu la façon dans laquelle on conserve le contexte de la conversation, si ça c'est quelque chose qu'on a construit, on n'a pas utilisé de solution out of the box pour ça parce on a compris que nous avons justement un contexte plus large chez nous qui nous permet de conserver le contexte de la conversation de façon beaucoup plus efficace et encore une fois qui donne des résultats
plus favorable. Donc tout ça, c'est des choses qu'on fait chez nous, mais au final, on utilise un LLM. Nous n'avons pas encore notre LLM construit par Intesseco. Ça aussi, c'est des questions d'ailleurs qu'on peut discuter entre qu'est-ce qu'on fait en interne, qu'est-ce qu'on fait en externe. Bien sûr qu'à mon avis, il y a très peu d'entreprises aujourd'hui qui peuvent justifier l'investissement nécessaire pour entraîner un LLM out of the box. Oui, LLM, c'est ça. Et quels seraient même les avantages à le faire? Enfin, il faudrait être dans des domaines très spécialisés, non? Peut-être pour avoir son LLM, parce que ça dépend des données d'entraînement initiales et de toutes les couches de training, fine-tuning supplémentaires, etc. Donc, quel serait, à ton avis, justement, c'est intéressant de voir dans quelles conditions il faudrait le faire ou ne pas le faire. Bah, à mon avis, comme j'ai dit, l'entraînement total from scratch d'un LLM, c'est quelque chose que moi je trouve très difficile à justifier aujourd'hui, sauf pour les entreprises qui veulent proposer ça comme un service. Donc OpenAI, Anthropic, bien sûr, qui Oui, font ça. voilà. Ah, Pour les autres, ou au moins pour nous, j'ai du mal à justifier ça, surtout qu'il y a d'autres solutions, comme tu viens de dire, le fine-tuning. Il y a aujourd'hui des LLM très performants, si c'est certains Llama, si c'est certains DeepSeek, qui sont en open source, qu'on peut prendre tel quel et les fine-tuner. Donc la c'est question ça. de est-ce que je fais des euros moi-même et pour quelle raison, c'est une très très bonne question. Oui. Aujourd'hui, je vois de moins en moins sauf pour le challenge, c'est quelque chose que j'ai un peu fait dans mon passé pour jouer, mais sauf pour le challenge, euh, un peu de développement, j'ai du mal à voir la raison Ah. business d'entraîner un LLM aujourd'hui. En entreprise, il n'y a pas de raison à développer son propre LLM. On s'appuie sur les couches Mm. existantes, sur les briques ou les LLM existants open source et derrière, éventuellement, on les fait évoluer. Ah, c'est très clair. Hein. Et le service à valeur ajoutée, du coup, pour le client, c'est de pouvoir rechercher dans les marchés, enfin faire des résumés, des synthèses, matcher peut-être avec sa propre réponse. Enfin, du coup, ça va parce que c'est super intéressant, parce que c'est une nouvelle façon complètement d'aborder ce potentiel. C'est une vraie aide que vous donnez à vos clients, finalement. Absolument. Donc, bah, ce composant de RAG, il y a plusieurs composants dans chaque RAG, comme vous savez. Donc, les composants, on les a développés. Et aujourd'hui, on est en train, petit à petit, d'exposer, on a dans notre roadmap plusieurs features. Donc, le même effort qu'on a parlé, disons, 2 à 3 personnes équivalent full-time sur le sujet. Donc, ça, on va utiliser tout ce que ces personnes ont pu faire pour créer de la valeur dans plusieurs façons. Donc, déjà, aider la décision. Si on a dit, ça peut être un peu automatique, des informations que dans le passé était très difficile à extraire de chaque appel d'offres parce qu'elles apparaissaient différemment, de façon non structurée. Donc voilà, s'il y a une information qui est déjà de base dans chaque appel d'offres dans un tableau, c'est très simple à extraire sans RAG. Comme je viens de dire avant, c'est pas comme ça qu'on fonctionne en France, malheureusement. Donc les informations qui sont dans chaque appel d'offres différemment, de façon non structurée, dans le passé, c'était très difficile à les extraire. Aujourd'hui, on peut le faire relativement facilement. Et sinon, c'est des questions beaucoup plus personnalisées. Donc, le client il peut interagir avec chaque projet, avec chaque appel d'offres d'une nouvelle façon totalement. Et sinon, d'autres façons dans lesquelles on va tirer profit de ce RAG pour nos clients, c'est en sortant de cette façon de fonctionner avec un projet. Donc, je suis en train de lire, avant le RAG, je suis en train de lire le PDF qui parle d'un projet et donc de me poser des questions et bon, essayer à trouver les réponses. Aujourd'hui, avec le RAG, trouver les réponses beaucoup plus facilement, on peut sortir de cette interaction avec un seul projet. Donc on peut commencer déjà à élargir ça à quelque chose qu'on peut imaginer comme un search, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sophistiqué, qui donne des réponses, par exemple, par rapport aux tendances dans le marché. Parce que ce search peut aller chercher les informations dans certains documents, dans plusieurs documents en même temps. Et donc là, on peut commencer à parler des tendances, on peut commencer à parler des estimations des projets qui arrivent dans l'avenir par rapport à d'autres types de documentation que nous avons. Et là, ça, c'est une autre façon de créer de la valeur pour nos clients. Oui. Donc ça, c'est un très bon exemple, effectivement, de cette valeur ajoutée que l'on peut avoir à partir du moment où on a la bonne donnée et on a les bons outils d'IA et c'est du service du coup, que vous rendez aux clients. Si vous avez deux clients qui sont intéressés par le même appel d'offres, du coup, il y a compétition là. Et si c'est vous qui leur fournissez de plus en plus d'outils pour mieux répondre à l'appel d'offres, comment vous faites ça?
Voilà, donc au final, nos clients, ils savent très bien ils ne sont pas nos seuls clients et c'est très possible qu'il y a d'autres clients qui s'intéressent à notre projet. Encore une fois, c'est pour ça que nous, on ne s'en sert pas, on s'en sert pas dans le positionnement du client. Donc chacun à faire leur prix, à faire leurs conditions, etc. Par contre, et donc bien sûr que les données de chaque client sont séparées. On ne va pas dire à un client, attention, il y a un autre qui s'intéresse. Ça, on ne fait pas. Par contre, j'ai mentionné nos deux thésards en chiffres. Il y en a un qui travaille sur un projet très intéressant. Ça, c'est plus pour l'avenir. On n'est pas prêt aujourd'hui, mais c'est un projet très intéressant de recommandation par Graph Neural Networks. Donc, l'apprentissage par rapport au graphe. Et là, comme je dis, on va pas casser cette séparation entre les données des clients et dire à client A qui est à client B qui est en train de s'intéresser à un projet, mais faire une estimation qui a par rapport au projet où on dit qu'il y a certains projets qui sont plus, ont le potentiel d'être plus concurrentiels que d'autres, c'est quelque chose qu'on pourrait absolument détecter. Et donc, c'est pas du tout limité à nos clients. On détectera pas ça en utilisant les données internes que nous avons, mais en utilisant les données publiques comme l'historique des attributaires par rapport à certains projets et par rapport aux autres. Ça, c'est quelque chose, voilà. Dans le machine learning, c'est parfois assez compliqué d'expliquer comment les choses marchent déjà, mais si on simplifie assez, on peut peut-être un peu imaginer un peu la logique. Voilà, si je sais que dans un domaine spécifique d'activité, je regarde les 5 années précédentes et je vois un total 3 attributaires, et dans un autre domaine, je vois un total 30. Voilà, je comprends quelque chose par rapport à la différence entre ces deux domaines d'activité. Et donc, voilà, ça, c'est les genres de choses qu'il faut faire. Et il n'y a pas besoin d'utiliser les données internes de nos clients, ce qu'on ne fera pas. Bien sûr. D'accord. Et de l'autre côté, peut-être, vous en interne, comment l'IA a permis aussi aux différentes directions et métiers de transformer leur façon de travailler, peut-être, ou de l'améliorer grandement? Vous l'utilisez aussi en interne, j'imagine? Oui, bien sûr, c'est une question super intéressante. Donc, on fait plusieurs choses. Je peux donner quelques exemples. Déjà, cette opportunité que nous avons aujourd'hui de tirer beaucoup plus facilement des informations et des leçons à travers des documents qu'on avait depuis toujours, mais qui étaient beaucoup trop volumineux, etc. Pour regarder, c'est quelque chose que nous, on utilise aussi en interne. Donc, en interne, on est capable beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement à détecter certaines choses par rapport à des projets qui nous intéresseraient, etc. Donc ça, c'est une chose. Sinon, on est, entre guillemets, comme je dis, exactement comme pour l'externe, on n'a pas d'a priori entre l'utilisation des projets, de notre propre développement ou l'utilisation d'outils externes. On est aussi client de tout type de solutions agentiques, si c'est pour nos sales, par exemple. Donc, on fait ça absolument, ça on ne fait pas en interne. Et un projet qu'on a fait en interne, et d'ailleurs qu'on hésite, donc je tiens à en avoir primé, on hésite à externaliser ça parce qu'on était vraiment très impressionné des résultats qu'on a pu voir. C'est un projet de lead gen, justement, donc de priorisation. Oui. Quel type ou quelle entreprise spécifiquement il faut contacter en priorité. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait en interne. On s'est rendu compte qu'en fait, comme j'ai dit, on a parlé principalement d'une axe d'activité du groupe, mais il y en a d'autres. Il y a un autre axe qui est un peu l'information par rapport aux entreprises en France. Donc, nous avons des entreprises telles que Société Info, telles que Corporama, qui créent, ramassent des informations par rapport aux entreprises en France. Donc, nous avons pas mal d'idées par rapport à leur activité, leur domaine d'activité, leur taille, etc. Les contacts là-bas aussi. Et donc ça, c'est des informations encore une fois à travers ces produits, on expose à nos clients aux clients de ces produits, mais aussi qu'on peut utiliser en interne. Et ça, si on match ces infos-là, les domaines d'activité, etc., avec par exemple des infos par rapport au projet appel d'offres dans les années passées, etc., on peut savoir ou on peut estimer quelle entreprise serait intéressée. Par exemple, pour nous, si c'est pour devenir nos clients de l'axe appel d'offres, serait intéressé par les appels d'offres et donc de savoir ce qui se passe dans ce domaine-là. Mais comme je dis, c'est un projet qui hésite à externaliser, à proposer ça comme produit à nos clients dans une autre axe qui pourrait détecter leurs clients ou leurs potentiels clients. D'accord. Donc, du coup, ça vous a donné des idées de nouveaux services, carrément. Enfin, c'est du nouveau business Absolument. potentiel, voilà, grâce à justement cette capacité à le faire, hein. C'est un très bon exemple, là aussi, de ce que on peut imaginer. Ouais. Bah, Ouais, absolument.
C'est souvent un constat c'est souvent un constat hein, dans les entreprises aujourd'hui. Lorsqu'on développe une fonctionnalité, on se rend compte qu'on passe d'un développement d'une fonctionnalité à un produit, en fait. En disant, en fait, ça peut être un produit qu'on pourrait commercialiser, parce qu'il y a un usage et que le besoin n'est pas encore répondu sur le marché. C'est souvent, il y a beaucoup d'entreprises qui développent d'abord pour eux et rapidement se retrouvent à proposer leur propre développement aux autres dans ces sujets. Bah oui, ça ne m'étonne pas, parce qu'au final, quand on développe pour soi-même, on est le meilleur connaisseur du pain et de son objectif. Et c'est pas du tout impossible que ce soit aussi le pain de quelqu'un d'autre. C'est ça. Après, la difficulté, je trouve, c'est toujours trouver son marché, comment l'exécuter, comment réussir à le commercialiser, et puis surtout, ne pas que ça soit juste un effet d'aubaine et réussir quand même à faire évoluer la solution vers quelque chose de plus professionnel. Et là, on se retrouve dans cette contrainte de l'entreprise qui est de monétiser son activité et faire en sorte en dégage une rentabilité. Et souvent, moi, je constate, c'est qu'il y a un usage interne qui est très fort, en disant oui, ça répond à un besoin. Et après, la difficulté, c'est de tenir dans le temps et comprendre que c'est aussi une autre entreprise avec une rentabilité qui doit être dégagée aussi sur le temps. Et pas simplement se dire, on va chercher les 3 premiers clients ou les 50 premiers clients sans pouvoir piloter le taux d'attrition, la déperdition, la satisfaction client et les fonctionnalités qui doivent permettre de répondre dans un premier temps à une réponse, mais qui doit aussi répondre dans le temps aux besoins globaux. Tu parles du lead management. C'est vrai qu'il y a une première brique qui est de dire comment on score, on fait du lead scoring, on peut dire, et comment on arrive à implémenter le traitement aussi commercial, le taux de transformation, le taux de conversion, qui permet d'enrichir en fait ce lead management pour en sortir peut-être une sorte de machine learning du traitement du lead. Ouais, comme tu dis, c'est absolument pas chaque feature est un produit, c'est vrai, donc il faut vérifier. Si on décide de créer un produit, il faut vérifier que justement, comme tu dis, ça reste intéressant pour les clients, pas que en interne. Je sais que des entreprises peut-être un peu plus grandes que nous, elles ont un peu une vérification interne un peu plus structurée peut-être, parce que assez souvent quand on parle de conglomérats un peu plus grands, ils ont déjà des paiements de transfert à l'interne pour utiliser entre teams et tout ça. Et donc là, c'est quand même une petite preuve, parce que c'est déjà un paiement ou un budget que quelqu'un doit donner pour utiliser même quelque chose qui a été développé en interne. Donc ça, c'est une façon possible à tester même en interne l'attractivité de nouvelles solutions, de nouvelles features. Mais c'est vrai que l'interne et externe, c'est jamais pareil. Et oui, il y a des choses à ajouter, il y a toute une relation client à développer. Voilà, donc les questions de sales, de lead gen, c'est des questions, comme je dis, avec cet axe pardon, cet axe d'activité. Comme je dis, comme société info et corporate, c'est quelque chose qu'on a déjà. C'est l'utilisation principale aujourd'hui de ces produits-là. Et donc, là, c'est quand même quelque chose qui peut déjà s'interfacer avec des choses qu'on a déjà, qu'on propose déjà, avec des clients que nous avons déjà, et améliorer leur expérience et rendre l'expérience, donner l'expérience plus de valeur. Mais c'est vrai, nous, ce qu'on aime bien faire, c'est, voilà, dans le cas comme ça, quand on a quelque chose en interne qui a bien réussi et que nous pensons qu'il pourrait être attractif aussi pour l'externe, on travaille petit à petit, on ne sort pas tout de suite un produit, on fait un POC avec quelques clients potentiels qui pourraient être intéressés, ils nous donnent plein de feedback, et comme ça on peut adapter ça déjà à eux, et si on fait ça bien, on choisit bien ses clients de façon de couvrir un petit peu, adapter ça au marché en général. Bien sûr, hein. Oui. Oui, très bonne approche. Hein. Oui. Et sur la partie génération de leads, est-ce que vous avez commencé à utiliser des agents qui automatiseraient toute une partie de la démarche initiale, que ce soit envoi d'email automatique, même réponse aux emails, enfin toute la première partie d'échange, ou alors peut-être même déjà des agents qui sont capables d'appeler. Est-ce que vous avez évalué ce genre de choses, ou est-ce que vous utilisez déjà ou pas? Alors, déjà, il faut faire la séparation. Ce que je viens de discuter maintenant, c'est pas vraiment création de leads, c'est la génération quand je dis génération de leads, ce que je voulais dire, c'est la décision, si vous voulez,
OK, en France, il y a des milliers et milliers d'entreprises. Sur quelle entreprise il faut que j'investisse mon temps? Donc, quelle entreprise il faut contacter? Et je mets de côté maintenant la question un petit peu comment, est-ce que je fais ça automatiquement ou avec un agent humain, donc un opérateur, etc. Donc ça, c'est la première question que nous, comme j'ai dit, nous avons découvert que nous sommes capables à répondre à ça de façon très, très efficace. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ces leads? Là, on a commencé à travailler justement avec des entreprises externes à nous qui donnent ce type de service. C'est très intéressant, c'est qu'au début. Je trouve que, voilà, au final, toujours quand c'est une interaction directe avec un client, c'est toujours risqué. Donc, je pense qu'on prend pas mal Oui, de précautions. il faut y aller avec beaucoup de précautions, effectivement. Ouais. En plus, il y a deux univers qui se confrontent là dans ton expérience, Gilles. On est sur un marché B2B et c'est vrai que l'expérience client dans le lead gen ou la relation commerciale qu'on peut retrouver, il y a aussi le marché B2C. Je ne sais pas si vous avez été prospecté par ces automates téléphoniques qui simulent la voix pour notamment de l'énergie. Là, on est sur du test grandeur nature, sur des volumes d'appels auprès du particulier, qui permet de faire remonter un peu la réaction. Et moi, c'est vrai que par usage, la première fois que j'ai été appelé, j'ai été surpris quand même par une voix qui me semblait tellement réelle. Et là, on voit que dans l'interaction où qu'on dit non, pas maintenant, là, il n'y a plus de réaction. En fait, là, c'est la limite un peu de ce qu'on a aujourd'hui. Mais la première approche, elle est quand même un peu bluffante parce qu'il y a tout un travail j'imagine, de remontée d'informations. Parce que moi, à l'époque, il y a bien une dizaine d'années, j'avais travaillé avec une start-up qui identifiait dans la voix plus de 400 indicateurs de fréquence et autres pour adapter le discours. On sent qu'on va y arriver. On sent qu'on n'est pas loin quand même d'un usage conversationnel où déjà la première seconde, on se dit ah bah c'est une vraie personne et puis la cinquième seconde, on se dit ah bah non c'est un robot, c'est un robot. Là la question c'est où est la data, quel type de remontée d'informations a été pris, parce que même si on ne répond pas, même si on est en colère ou même si le ton a changé, bah, ça reste de l'information sur comment on va pouvoir appeler la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois. C'est ça, une Ça, capacité c'est un peu surprenant. Ouais. Cette capacité à converser, alors probablement pas sur moi, parce que je n'étais pas réceptif, mais sur un panel massif, je pense s'il continue, c'est qu'il y a probablement une rentabilité derrière qui est possible. Ce qui est peut-être moins le cas sur du B2B, où on est quand même sur un nombre limité d'entreprises dans la cible, sur laquelle on ne peut pas prendre le risque de faire une proposition de valeur et de passer à côté de quelque chose de totalement impersonnalisé et pas adapté. Ouais, absolument. Absolument. C'est pour ça qu'il y a aussi des solutions aujourd'hui qui sont, au moins dans le B2B, en fait, qui promettent uniquement à prendre les leads morts. Et du coup, comme ça, c'est une approche super intéressante parce que comme ça, nous, en tant que, disons, clients de ce type de solution, on est confiant que voilà, les leads qui avancent, voilà, on n'a pas assez confiance pour les donner à un automate, quelque chose de nouveau. Mais les leads que de toute façon, nous, on se dit déjà, OK, on ne nous répond jamais, c'est mort. Et bon, je ne pense pas que c'est totalement hors risque non plus, parce qu'il y a quand même cette question d'image. Voilà, continuer à harceler au final quelqu'un qui n'est pas intéressé, c'est peut-être pas très bien, même si voilà, ça ne coûte pas une vraie personne. Mais voilà, c'est un business model. Si on a parlé par rapport au business model avant, c'est un business model justement de prendre des parts uniquement quand ils arrivent à réveiller un qui était mort avant. Oui, c'est ça. Oui, et puis il y a les systèmes à base de voix, mais il y a aussi les systèmes qui tout simplement le font par échange email. Et là, ça marche vraiment super bien sur les premières étapes, en tout cas, et jusqu'à peut-être la prise même de rendez-vous. J'ai vu fonctionner chez des clients de manière assez remarquable. Oui, sur la programmation ou sur la relance programmée, notamment sur des contrats avec abonnement où on sait la date de renouvellement, on sait la date de fin de contrat, ça permet d'automatiser et pas s'appuyer forcément sur le rôle du commercial et son agenda et ses rappels. Là, ça permet vraiment de fiabiliser la date de renouvellement, ça c'est efficace. J'avais une question, Gilles, parce que tu l'as abordé au début, c'est que tu étais au croisement de plusieurs pays, l'Espagne, la France. Et ça m'a surpris à un moment donné. Tu m'as dit, en fait, en Espagne, les données sont centralisées déjà de base pour les communes, ce qui n'est pas le cas chez nous, en fait. Hein.
Là, aujourd'hui, les communes, à vrai dire, on est surpris parfois de voir certaines mairies où on est à deux doigts du stagiaire qui gère la donnée communale et les relances communales, quoi. On se dit, mais ils sont très très loin des enjeux données personnelles. Là encore, pas longtemps, une grosse fédération sportive où j'ai accédé à l'ensemble de la base de données des adhérents, quoi. Je dis là, mais c'est surréaliste. Et les mairies, c'est généralisé, quoi. Même sur des très grosses mairies. Et effectivement, du coup, c'est deux doctrines différentes. Donc, une Espagne qui centralise les données pour les collectivités territoriales, et la France qui s'en occupe pas du tout, en fait. Tu me confirmes ça? Oui, c'est le cas. Oui, absolument, et c'est le cas. Il y a des projets depuis toujours de centralisation de ces données, au moins pour les marchés publics. À ce jour, non, c'est pas arrivé et je pense pas que ça arrivera très rapidement, mais je peux me tromper. Je dis même plus que ça, je pense qu'en France, et ça, je connais pas assez bien l'Espagne et les autres pays, mais en France, je pense que vraiment nous manquons une culture de la donnée. Si c'est dans tout ce qui est données privées, sécurisation, etc., si c'est même dans le fait de réfléchir au fait que chacun, chacun dans son activité, au moins professionnelle, si ce n'est pas personnel, fait partie d'une pipeline plus grande des données, et donc prend des données quelque part comme input, et ces données à lui servent d'input de quelqu'un d'autre. Je peux donner un exemple. Comme ce n'est pas centralisé, nous avons une grande activité de crawling aujourd'hui pour trouver tous les données. Ou même si ce n'est pas crawling, il y a même des API, parfois, ça dépend. Oui. C'est pas rare du tout. Nous sommes obligés à faire des processus chez nous. Nos manipulations sont assez fortes et sont capables à gérer pas mal d'exceptions, justement parce que nous savons que nous allons rencontrer ces exceptions. Donc aujourd'hui, c'est pas un événement aussi rare que j'aurais voulu, malheureusement, que il y a une commune qui publie un tableau quelconque, quelque part, avec des projets, etc., ou quelque chose comme ça, et tous les mois. Et ces mois, l'ordre des colonnes a changé parce que quelqu'un, qui sait qui, personne ne sait, a décidé que ça serait plus joli comme ça. Super. Ouais. Et vraiment, bon, là, c'est pas très difficile à gérer, mais je trouve que vraiment en France, nous manquons cette culture de la donnée. Si je produis une donnée, si moi, dans mon travail, je travaille dans une commune et j'ai une tâche tous les mois à produire un tableau et publier sur notre site, c'est pas pour le plaisir de quelqu'un, c'est que derrière, il y a des gens qui l'utilisent. Et on manque un peu cette culture, je trouve. Oui, c'est ça, important. Ouais. Ouais. Ah, super. Ouais. Et tu as parlé d'agentique à un moment donné. Vous avez aussi mis en place des agents plus ou moins intelligents ou des workflows d'agents. Vous avez ce genre d'implémentation déjà aussi? Et comment ça s'est passé? Oui, absolument. On est déjà en train de beaucoup élargir cette activité. Moi, j'ai parlé un peu de mon passé au début. Je Oui. suis quelqu'un qui vient d'un background très théorique, donc j'aime bien avoir la définition des choses et je trouve que agent, c'est encore quelque chose de très neuf. Il n'y a pas vraiment c'est quoi un agent? Je suis même Oui. pas sûr. Donc pour moi, c'est quelque chose qui a un peu un toolbed d'outils à utiliser, qui peut les utiliser un peu de façon flexible avec des composants importants de décision par IA. Donc voilà, quelqu'un qui a peut-être des outils un outil qui peut appeler des différents API. Si ces appels sont gérés disons, par un if, pour moi, c'est pas un agent. Si c'est Oui. géré par peut-être une décision, quelle API je vais appeler maintenant, avec quel type de données, c'est géré par IA, pour moi, ça commence à être un agent. Et assez souvent, il y a un composant conversationnel. Donc nous avons le composant conversationnel et les données, ou pas mal de données avec notre RAG. Nous avons des outils déjà qu'on a des API différentes et des outils différents qu'on a déjà développés dans le passé, qu'on a implémentés dans le passé, donc on ajoute ça aussi. Et nous avons aujourd'hui la capacité, avec les développements de ma team, comme j'ai dit ailleurs aussi, à faire des décisions de façon flexible avec l'IA. Donc ces trois composants-là, quand on les utilise ensemble, pour moi, c'est un agent. Après, il y a des gens qui définissent ça différemment. Assez souvent, d'ailleurs, voilà, comme j'ai dit, on utilise aussi des produits externes. Assez souvent, quand on essaye à vendre des agents, on dit agent, mais en fait, on cache que ce qui est pas grave, mais c'est qu'un agent conversationnel. Donc, c'est un agent qui fait pas grand-chose, qui répond aux questions, et on retombe en Oui, fait sur un RAG. Ce qui, c'est comme ça. j'ai dit, c'est très bien, nous, autant développer notre RAG. Mais est-ce que c'est un Oui. agent? Je ne sais pas. Voilà, donc pour moi, il faut les trois composants pour compter un vrai agent comme je veux voir, et on les utilise absolument. Oui.
Définition ultime, enfin en tout cas le plus haut niveau, c'est jusqu'à ce qu'il soit un agent qui pourrait être autonome effectivement et qui prendrait des Mm. décisions sur la base des instructions qu'on lui a données à l'origine et puis qui est capable d'interagir effectivement avec le monde externe, soit en lecture, soit en écriture. Ouais. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas, est-ce qu'il y a pas un sujet autour de la gouvernance des données générées par cela ou l'interaction des collaborateurs? Quel est le périmètre en fait du chef IA ou data officer dans cette gouvernance pour rebondir dans cette première réflexion? Et puis la deuxième réflexion, savoir en termes de souveraineté, en termes de données, comment on préserve ce sujet-là au regard du shadow IA, hein, comme on peut l'appeler aujourd'hui. Ouais. Est-ce que tu as été confronté à ces réflexions? Est-ce que tu as dû définir une stratégie par rapport à ça et définir des ressources pour accompagner les utilisateurs sur leur quotidien et les choses qu'ils peuvent faire ou pas faire dans le cadre de l'entreprise? Parce qu'on le voit, hein, Shadow IA, moi je vois, il y a beaucoup d'entreprises qui ne financent pas l'accès à ces IA, mais beaucoup d'employés l'utilisent sur leur compte perso. Parfois croient de la donnée parfois confidentielle. Est-ce que tu as été confronté à ça? Oui, absolument. Donc, déjà, bon, moi, je ne suis pas avocat, mais je travaille étroitement dernièrement avec la juriste du groupe, justement, pour préparer notre dossier IA Act, etc. Donc, ça, c'est pas très important pour tout le monde. Je pense que ça rentre en vigueur cet été, donc il faut être prêt. Et ça, c'est vrai. Par rapport à l'utilisation en interne, j'avoue que moi, quand je vois les choses, moi et la team INTC Group en général, nous avons le luxe relatif, et il faut pas exagérer avec ça non plus, que beaucoup de nos données que nous utilisons tous les jours sont quand même publiques. Donc, un marché qui a été publié par la mairie de Paris, Oui, j'avoue que moi, perso, ça ne me dérange pas tant que ça. Si quelqu'un a vraiment envie de ne pas utiliser les outils internes Oui. qu'on position et quelqu'un a envie de télécharger ce marché et le mettre sur OpenAI, j'avoue que ça me dérange pas tant que ça. Bah, ça me dérange en tant que quelqu'un qui a mis à disposition en interne des outils. J'aimerais bien savoir pourquoi ils ne sont pas utilisés. Mais sinon, c'est pas une donnée sensible à ne pas mettre sur OpenAI ou sur un autre outil. Après, il y en a d'autres. Bien sûr, on fait en sorte, justement, déjà, il y a des outils internes. Donc, quand il y a des données qui sont plus sensibles, il faut les utiliser. On fait, j'espère, le nécessaire. Et on suit ça aussi, le travail pour sensibiliser les teams et par rapport à ça, par rapport au niveau de sécurité qu'ils peuvent s'attendre des différents outils auxquels ils peuvent avoir accès à travers nous et, comme tu dis, Dawson, à travers leur compte perso sur, sur tous les outils qu'on connaît, OpenAI, Anthropic et autres. Ok. tu parlais de l'AI Act, qui est un sujet du coup Mhm. important. Tu disais qu'il y a une première étape qui arrive cet été. Quelles sont les premières, très succinctement, mais quelles sont les premières étapes qu'il faut justement mettre en place dans une entreprise comme ça? En fait, il y a plusieurs. Pour commencer, c'est pas très compliqué. Au moins pour moi, c'est pas très compliqué dans l'entreprise pour les personnes qui sont déjà dans le sujet de l'IA. Parce que le plus important, c'est déjà faire le bilan, savoir Oui, quel algo on utilise, avec quelle data et pour quelle utilisation. Après, là où il faut un peu plus d'expertise, comme j'ai dit, des juristes même, ou peut-être pas encore, parce que voilà, c'est relativement facile à comprendre, mais il y a les classifications. Où est-ce oui, qu'on se trouve dans la non, pipeline de l'IA? Est-ce que c'est utilisateur, provider, oui, etc. Donc, il faut classer chacun de ces composants par rapport à cette classification. Et surtout, c'est important aussi de savoir si jamais, c'est pas vrai pour toutes les entreprises, bien sûr, mais si jamais il y a un entraînement et développement en interne, oui, donc pas les entreprises qui font que des appels API OpenAI, savoir qui, dans quelles conditions et c'est quoi les modalités d'entraînement ou de changement de modèle. Donc, qui peut influencer le modèle et comment. bien. Encore une fois, comme quelqu'un qui travaille avec la team depuis un moment, c'est pas très compliqué à savoir. Il faut juste faire l'exercice de faire le bilan complet, ne rien rater. Et voilà. Non, Et voilà. pas Non, de ouais, souci. c'est En tout cas, moi, je fais partie du Hub Ouais. IA, l'association française une des associations Mm. françaises qui regroupe 200 acteurs de l'IA et qui publie très régulièrement beaucoup d'informations. Donc, ils ont publié, ça je le dis pour nos auditeurs si ça les intéresse, bien entendu, Mm. une roadmap justement des obligations de l'AI Act sur les prochaines années. Donc, en démarrant par cette première étape, effectivement. Donc, tout le monde peut se référer à
à ça. Ils ont simplifié quand même pas mal par rapport au texte, bien entendu. Donc, c'est intéressant et important, effectivement, dans ce domaine-là, de pouvoir avoir et initier les choses. Et comme quand on a eu le RGPD, il vaut mieux s'y prendre un petit peu à l'avance et initier toutes les déclarations et les registres à mettre en place plutôt que de faire ça au dernier moment ou en retard, en tout cas, surtout pour des entreprises qui ont une certaine taille. C'est important. Bien sûr. Intégrer ça dans les process du quotidien, parce que comme tu le dis, vous êtes, forcément, c'est votre métier, donc vous êtes au courant de tout. Donc, tant qu'à faire, il faut l'intégrer tout de suite dans ces process, et comme ça une relation avec les bonnes parties prenantes dans l'entreprise, et ça permet d'avancer sereinement. Exactement. Gilles, est-ce que tu as, sur ces derniers mois, été surpris par exemple, des actualités autour de l'IA, ta vision en fait de l'IA dans la vie quotidienne des entreprises? Est-ce que tu as une vision, toi, personnelle sur ce sujet-là? Oui, surpris, je ne sais pas. Il y a toujours, bien sûr, il y a tous les jours des produits assez impressionnants et personne ne peut travailler sur tout. Donc un jour, on voit un nouveau produit qui fait des vidéos et ça fonctionne beaucoup mieux que celui qui est sorti il y a 3 mois. Et bon, ça c'est toujours surprenant et agréable, mais ou pas, ça dépend. Je suis même pas sûr que c'est une très bonne idée pour notre société que ce soit aussi facile à fabriquer des médias. Et, donc voilà, surpris dans cette échelle-là. Par rapport à la vision, on a parlé beaucoup de justement le choix par projet que chacun qui travaille dans le domaine doit faire entre le développement interne et l'externalisation, déjà l'utilisation des LLM externes, mais aussi d'autres types d'outils, des agents, etc. Je pense aujourd'hui que l'IA, c'est un domaine en voie de centralisation très rapide. Donc exactement comme on a dit que il y a très peu d'entreprises qui peuvent justifier la création d'un LLM from scratch. Oui. Je pense que voilà, ça va être vrai pour pas mal de modèles où c'est déjà vrai, où ça va être vrai assez bientôt. Et c'est pour ça que moi, ce que j'essaie à faire moi-même avec ma team, et ce que j'invite d'autres à faire, c'est vraiment réfléchir, sauf si vous travaillez pour OpenAI, vraiment réfléchir, c'est quoi la valeur ajoutée que un développement interne, que une utilisation interne. D'ailleurs, la valeur ajoutée, on peut en créer aussi en prompt engineering, et dans un fine-tuning, etc. Mais c'est quoi la valeur ajoutée dans le développement? Où est-ce que ma connaissance, les connaissances différentes de ma team peuvent avoir le plus d'impact par rapport à ce qui existe aujourd'hui dans le marché et surtout par rapport à ce qui existera dans 3 mois, ce qui risque d'être très, très différent. Et ne pas juste faire aveuglément les choses qu'on a fait depuis toujours, bon, toujours, peut-être pas, mais depuis un moment. Et c'est vraiment, je pense que l'exercice d'être farouche avec notre emploi de temps. Sur quoi est-ce que je mets le temps et sur quoi est-ce que je mets pas le temps va être super important pour tout le monde dans ce domaine. Tu parles, oui, on en avait parlé dans nos échanges, c'est cet arbitrage sur les investissements. Hein. C'est-à-dire que tu me disais, effectivement, aujourd'hui, on est dans une époque où l'IA, il y a beaucoup d'attentes autour de l'IA des directions générales. Limite, on se bat à peine pour avoir les budgets. Et effectivement, c'est là où la fonction de chef CDO ou chef data ou IA officer a un rôle crucial d'arbitrage pour pas dépenser les budgets pour dépenser les budgets, mais vraiment d'arbitrer les budgets nécessaires à que ça fonctionne et que ça dégage de la vraie rentabilité pour l'entreprise. Exactement. Exactement. En même temps, là où il y a peut-être, c'est sûr, pardon, mais il y a encore de la valeur et on verra dans l'avenir, je suis sûr que ça restera, c'est aussi dans la façon de développer, même si on utilise des solutions internes, de développer nos propres solutions, même si on utilise des solutions externes, excusez-moi, les solutions internes qu'on développe pour les utiliser, il faut les faire de la façon, à mon avis, la plus flexible possible pour ne pas devenir très rapidement dépendant d'une solution spécifique. Donc ça aussi, c'est une réflexion qui devient super importante. Dans un marché qui se centralise, il y aurait quand même plusieurs grands concurrents, à mon avis, sur nos business, disons LLM et autres algo aussi. Et bien sûr que ces acteurs-là, ils ont tout intérêt de nous enfermer dans leur écosystème. Et c'est à nous de vérifier que ce qu'on fait nous laisse un peu de flexibilité, de liberté. Oui,
C'est vrai que c'est des questions, la réversibilité qui nous sont souvent posées, à nous, acteurs, effectivement. Euh, et c'est vrai que ça donne, on a parfois une fausse impression parce qu'on se dit, ouais, c'est des prompts en langage naturel qu'on utilise pour les instructions et tout ça, donc à la limite, on peut les transvaser d'un LLM à l'autre facilement. Mais au final, plus on s'interconnecte avec des serveurs MCP, avec des outils divers et variés, plus on fait de la personnalisation derrière, et plus ça devient bien entendu difficile. Donc, il faut en tout cas faire des choix. Ouais. Il n'y a pas non plus autant d'acteurs que ça non plus. Enfin, en tout cas, sur le marché des LLM, malheureusement, il n'y en a pas autant que ça, des acteurs quand même capables d'opérer sur le marché, de confiance en tout cas, ou de fiabilité. Par contre, il y a des pléthore de solutions qui viennent se greffer autour de solutions de services divers et variés. Et là, c'est un monde hyper riche avec des tonnes de startups. Donc là, le choix est aussi très Bien sûr, difficile de ce point de vue-là. absolument, absolument. Et la France n'est pas en reste en l'occurrence, hein, parce que nous sommes extrêmement créatifs, ce qui est une très bonne chose hein, pour Oui, le marché français. Et européen et mondial. Et on a des startups extrêmement performantes actuellement dans ce domaine de l'IA, parce que nous avons effectivement beaucoup de talent aussi dans notre domaine. Oui. Après, absolument. En fait, je pense, oui. Oui, Gilles. je voulais dire par rapport à la France que je pense que nous sommes, j'espère beaucoup que ça va continuer, que nous sommes en train de vraiment tirer le profit du système français sur lequel on peut avoir des critiques, mais c'est vrai que nos étudiants les plus Oui, brillants, ils sont très très forts dans les maths de base. c'est Et au ça. final, c'est ça. Et j'ai entendu il y a quelques années, c'était avant les LLM et l'IA qu'on connaît aujourd'hui, mais j'ai entendu une petite blague qu'un data scientist, c'est un statisticien qui habite à San Francisco ou c'est un statisticien qui a un Mac. Et c'est un peu ça. Nous, les ressortissants du système français, assez souvent, ils sont très forts dans les maths, dans la base des choses, et Oui. ça peut les rendre très, très efficaces et très forts pour créer ces types de services. J'espère qu'on va continuer à en tirer profit. Oui. Ce que vous me dites là, Gilles et Miguel, c'est qu'aujourd'hui, s'il y a à investir dans une startup sur l'IA qui se lance, parce que c'est une startup française aujourd'hui, avec peut-être une difficulté on a souvent on a eu, mais ça fait 50 ans que c'est comme ça, c'est comment on accompagne ces startups-là financièrement à scaler à l'international. Malgré les Oui. talents qu'on a chez nous, on a encore cette origine cartésienne un peu qui a du mal à voir loin sur la possibilité de pouvoir s'ouvrir sur le reste du monde. Oui, mais de toute façon, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas le choix. Hein. Soit on s'ouvre immédiatement au reste du monde et on conçoit son service et son produit de cette façon-là, soit, à mon avis, on meurt, hein, parce qu'il n'y a pas le choix. Le scope, il est mondial. Et la réussite ne passe que par ça. Mais après, il faut avoir aussi tout l'écosystème avec le capital financement qui va bien, le capital développement qui va bien, etc. Oui. Mais c'est vrai qu'on a quand même des bons exemples. Bon, à part dans le monde du LLM, où il n'y a que Mistral quand même, malgré tout, hein, qui reste au niveau français et européen. Même des LLM allemands n'a pas perduré finalement. Mais bon, et là, parce que ça demande. On arrive à la fin de notre épisode. Merci Gilles, merci Miguel. Juste une petite fin d'épisode que j'aime souvent poser. Gilles, si tu avais des ouvrages, un ou deux livres à nous conseiller à notre histoire qui t'a marqué, pas forcément un livre sur le métier, mais un livre qui t'a construit, comme on dit, sur la personnalité de nos invités qui est le plus important. Quels seraient ces livres-là voilà. Super intéressant comme question. Récemment, j'ai lu quelques. C'est pas directement lié à mon rôle en tant que CDO, mais récemment, j'ai lu quelques livres très très connus par rapport à l'entrepreneuriat en général. Et je trouve que c'est intéressant pour les entrepreneurs, mais aussi pour les gens qui ne le sont pas ou pas encore, parce que même dans la vie d'entreprise. Donc les deux que je peux vraiment conseiller, que j'ai lus récemment, c'est Peter Thiel, Zero to One, que j'ai beaucoup aimé. Et je me rappelais du nom, et c'était The Hard Thing About Hard Things. Donc, si je ne me trompe pas, c'est Horowitz, de Andersen Horowitz, qui a écrit ça. Donc, il y a l'aspect entrepreneuriat et l'aspect financement.
donc VC. J'ai trouvé ça super intéressant. On a parlé juste avant de l'exercice que j'ai proposé aux éditeurs de devenir très farouche par rapport à leur temps et le temps de leur team. Donc ça, c'est quelque chose qui est absolument clair aussi. Si moi j'ai parlé de ça dans le contexte de CDO, c'est quelque chose qui est absolument clair aussi dans le contexte entrepreneurial, où il faut décider par rapport à son temps de façon très, très stricte. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ces deux livres. Je ne sais pas si normalement vous attendiez plus des conseils de livres techniques. Je peux rentrer dans ça? Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est vraiment au contraire. Justement, on veut donner cette dimension à la personne plus qu'à la technique ou au métier. Donc, c'est très bien. En fait. C'est assez important de le répéter. On met nos invités au cœur et surtout la personnalité et l'humain au-delà de la fonction et du métier. C'est pas ça le plus important à l'échelle du partage, tout simplement. Merci Gilles. Merci Gilles. Merci à vous. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur la voie du CDO. J'espère que cet épisode vous a apporté des idées précieuses et a ouvert de nouvelles perspectives sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans votre stratégie digitale. Si vous avez aimé notre conversation et que vous souhaitez soutenir le podcast, n'oubliez pas de le noter avec 5 étoiles et de laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Votre soutien nous aide à grandir et à partager nos idées avec une communauté de plus en plus large. N'hésitez pas non plus à partager cet épisode à vos proches et sur LinkedIn et à taguer La Voix du CDO. Retrouvez-nous le mois prochain pour un nouvel épisode plein de surprises, d'innovations et des invités toujours plus inspirants. D'ici là, continuez à innover, à expérimenter et à diriger. C'était un plaisir de vous avoir accompagné aujourd'hui. À très vite sur La Voix du CDO.